Mes parents distribuaient des passes pour le parc d'attractions à tous les petits-enfants lors du barbecue familial. Lorsqu'ils sont arrivés à ma fille de 6 ans, ils ont dit « Désolé, il n'en reste plus pour toi ». Puis, ils ont souri et ont donné les passes restant aux enfants des voisins, juste sous ses yeux, alors qu'elle restait là à regarder. Ma fille a demandé « Mais pourquoi tous les autres peuvent y aller ?» Ma mère a ri. « Parce que tu n'en vaux pas la peine. » Mon père a ajouté « Certains petits-enfants ne méritent tout simplement pas de belles choses. » Ma sœur a eu un petit sourire en coin, « Mes enfants sont mieux de toute façon. » Lorsque ma fille a commencé à pleurer, ma mère l'a giflée. « Arrête ton cinéma. » Mon père l'a poussée à terre. « Assieds-toi par terre, c'est là qu'est ta place. » Les enfants des voisins riaient d'elle en tenant les billets destinés à mon enfant. Je n'ai pas fait de scandale. J'ai simplement pris calmement la main de ma fille et je suis partie. Ce que j'ai fait ensuite leur a fait regretter ce jour-là. Pourtant, la matinée avait commencé sous les meilleurs auspices. Ma fille Ruby avait été excitée toute la semaine à l'idée du barbecue familial, bavardant sans fin sur le fait de jouer avec ses cousins et peut-être de voir le nouveau jardin de grand-mère. Elle portait sa robe violette préférée avec des papillons, celle qu'elle gardait pour les grandes occasions. J'avais tressé ses cheveux avec soin, y entrelaçant le ruban qu'elle avait choisi elle-même. Elle sautillait pratiquement sur son siège auto pendant le trajet jusqu'à la maison de mes parents, demandant toutes les quelques minutes si nous étions bientôt arrivés. Nous sommes arrivés pour trouver le jardin déjà rempli de parents. Ma sœur Véronica se tenait près du grill avec son mari Case et leurs 3 enfants. Mon frère Nathan avait également amené ses 2 enfants. Les voisins de la rue de mes parents, la famille Caldwell, étaient là aussi avec leurs garçons jumeaux. Ce n'était pas inhabituel puisque mes parents avaient toujours été amis avec eux, mais quelque chose dans cette mise en scène semblait orchestrée d'une manière que je n'arrivais pas tout à fait à saisir. Ruby a couru directement vers l'aire de jeu où ses cousins étaient déjà rassemblés. Je les regardais rejoindre leur jeu, son rire résonnant à travers la pelouse. Ma mère est apparue à mon coude avec ce sourire particulier qu'elle arborait lorsqu'elle était satisfaite de ses propres arrangements. « Tout le monde est là », a-t-elle annoncé. « Nous avons une surprise pour les enfants après le déjeuner. » J'ai hoché la tête, faisant la conversation tout en aidant à installer la nourriture. Mon père s'occupait du grill avec ses commentaires habituels sur la bonne préparation de la viande. Véronica m'a adressé un sourire crispé, mais n'a rien dit au-delà d'une brève salutation. La tension entre nous grandissait depuis des années, depuis la naissance de ces enfants, qui semblaient devenir le centre unique de l'attention familiale. Mais j'essayais de garder les choses courtoises pour le bien de Ruby. Le déjeuner s'est déroulé assez normalement. Les enfants ont mangé rapidement, impatients de retourner jouer. Ruby est venue me voir 2 fois, une fois pour plus de limonade, et une fois pour me montrer une fleur qu'elle avait trouvée. Son visage rayonnait d'un bonheur simple, et je me sentais reconnaissante qu'elle puisse profiter de ces moments en famille malgré les tensions sous-jacentes que je ressentais parfois. Après le repas, mon père a appelé tous les enfants à se rassembler autour de la table de pique-nique. Ils sont arrivés en courant, Ruby incluse, formant un demi-cercle excité. Ma mère a sorti une pile d'enveloppes colorées d'un sac qu'elle avait caché sous la table. « Nous avons quelque chose de spécial », a commencé mon père, faisant durer le moment. Des passes pour Adventure Valley pour toute la saison estivale. Les enfants ont éclaté en acclamations. Adventure Valley était le plus grand parc d'attractions de notre région, avec des montagnes russes, des attractions aquatiques et des spectacles. Un pass pour la saison d'été signifiait des visites illimitées, chose que la plupart des familles ne pouvaient pas s'offrir. Les yeux de Ruby se sont écarquillés avec le même émerveillement que ses cousins. Ma mère a commencé à distribuer les enveloppes, faisant tout un spectacle en les remettant individuellement. Amber, la fille aînée de Véronica, a reçu la sienne en premier, puis ses frères, Tyler et Logan. Les enfants de Nathan, Madison et Carter, ont eu les leurs ensuite. Ruby attendait patiemment dans la file, vibrant pratiquement d'anticipation. Puis ma mère a atteint les jumeaux Caldwell, Jason et Marcus. Elle leur a donné à chacun une enveloppe avec une chaleur exagérée, discutant avec eux des manèges qu'ils voulaient essayer en premier. Ruby se tenait juste là, la main à moitié tendue, clairement la suivante dans la séquence. Mais le regard de ma mère est passé sur elle comme si elle était invisible.
Eh bien, c'est tout le monde, a dit ma mère d'un ton enjoué. La main de Ruby s'est lentement abaissée. Son sourire a vacillé mais n'a pas complètement disparu, comme si elle pensait avoir peut-être mal compris. Je me suis avancée, la confusion l'emportant sur ma tendance habituelle à éviter la confrontation. Maman, tu as oublié Ruby, ai-je dit doucement. Ma mère s'est tournée vers moi avec une surprise théâtrale. Oh, vraiment? Quelle négligence! Elle a fait semblant de vérifier le sac, le retournant à l'envers. J'ai peur qu'il n'en reste plus. Quel dommage! Le caractère délibéré de l'acte m'a frappé comme une douche froide. Ce n'était pas un oubli. Le sac avait été vide avant qu'elle n'atteigne Ruby parce qu'elle avait choisi de donner des passes aux enfants des voisins plutôt qu'à sa propre petite fille. Le visage de Ruby a commencé à se décomposer alors que la réalité s'imposait à elle. Mais pourquoi tous les autres peuvent y aller? La voix de Ruby est sortie petite et confuse, regardant les autres enfants serrant leur ticket doré pour un été de plaisir. L'expression de ma mère s'est transformée en quelque chose de cruel, un regard que j'avais déjà vu, mais jamais dirigé vers mon enfant. Parce que tu n'en vaux pas la peine. Les mots ont flotté dans l'air comme du poison. Plusieurs parents ont détourné le regard, mal à l'aise, mais personne n'a parlé. Mon père s'est déplacé pour se tenir à côté de ma mère, croisant les bras dans une posture qui affichait un soutien total. Certains petits-enfants ne méritent tout simplement pas de belles choses, a-t-il ajouté, son ton factuel, comme s'il expliquait une simple vérité sur la météo. Véronica a ri, un son aigu et triomphant. Mes enfants sont mieux de toute façon. Tout le monde peut le voir. Les larmes de Ruby ont commencé à couler, silencieuses au début, traçant des sillons sur ses joues alors qu'elle restait figée dans l'humiliation. Les autres enfants regardaient, certains mal à l'aise, d'autres, en particulier les jumeaux Caldwell, commençant à ricaner. Avant que je puisse l'atteindre, avant que je puisse la soulever et la protéger de cette cruauté calculée, ma mère a bougé. La gifle a claqué sur le visage de Ruby avec une force choquante, faisant basculer sa tête sur le côté. « Arrête de faire ton cinéma », a sifflé ma mère. Ruby a trébuché en arrière, la main volant vers sa joue rougissante, et mon père s'est avancé pour la pousser violemment par les épaules vers le bas. Elle est tombée sur l'herbe, atterrissant durement sur son derrière, sa robe violette aux papillons remontant autour d'elle. « Assieds-toi par terre, c'est là qu'est ta place », a dit mon père, la dominant de sa hauteur. Les jumeaux Caldwell riaient ouvertement maintenant, agitant leurs passes en l'air. Ruby est restée assise là où elle était tombée, pleurant plus fort, et j'ai senti quelque chose en moi se briser net, non pas avec chaleur ou rage, mais avec une clarté froide et cristalline. Ces gens venaient de me montrer exactement qui ils étaient, et ma fille avait été leur cible choisie pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec elle et tout à voir avec moi. J'ai traversé la pelouse d'un pas mesuré. Je n'ai pas crié, ni pleuré, ni exigé d'explication. J'ai simplement aidé Ruby à se relever, brossant l'herbe de sa robe, et j'ai pris sa petite main dans la mienne. Sa paume était collante de résidus de limonade et de sueur, tremblant dans ma prise. « On s'en va », ai-je dit, non pas à quelqu'un en particulier, mais juste comme un constat. Ma mère a ouvert la bouche, probablement pour lancer une autre remarque cinglante, mais je marchais déjà. Ruby trébuchait à mes côtés, pleurant toujours, et je l'ai soulevée dans mes bras bien qu'elle devienne trop grande pour cela. Elle a enfoui son visage dans mon cou, ses larmes trempant le col de ma chemise. Le trajet du retour s'est passé en silence, à l'exception des sanglots de Ruby qui s'apaisaient progressivement. Je l'ai portée à l'intérieur, je lui ai donné un bain pour laver les taches d'herbe et le souvenir des mains qui auraient dû la tenir avec douceur, mais qui avaient choisi la violence à la place. Je lui ai lu 3 histoires même si c'était le milieu de l'après-midi et je suis restée à côté de son lit jusqu'à ce qu'elle tombe dans un sommeil épuisé, sa joue portant encore une légère marque rose. Alors, je suis allée dans mon bureau et j'ai commencé à élaborer des plans. Mes parents avaient toujours contrôlé le récit familial par l'argent et la manipulation. Mon père avait bâti une entreprise de promotion immobilière prospère sur 4 décennies, accumulant une richesse qu'il brandissait comme une arme pour assurer la soumission de tous. Ma mère servait de bras droit pour les questions sociales, orchestrant des événements familiaux conçus pour renforcer leur hiérarchie préférée.
Véronica avait appris à jouer leur jeu à la perfection, positionnant ses enfants comme les petits-enfants en or tout en me sapant subtilement à la moindre occasion. Ce qu'ils ignoraient, ce qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'apprendre, c'est que j'avais passé les 8 dernières années à bâtir quelque chose qui m'était propre. Alors qu'ils méprisaient ma carrière de consultante financière comme étant insignifiante comparée au travail de Véronica aux côtés de notre père dans l'entreprise familiale, je m'étais discrètement établie comme l'une des consultantes les plus recherchées pour la restructuration de l'immobilier commercial dans l'État. Ma liste de clients comprenait des banques, des sociétés d'investissement et des fonds de pension avec des portefeuilles valant des centaines de millions. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à examiner des fichiers que je gardais dans un dossier sécurisé depuis des années. Des informations que j'avais rassemblées non pas avec une intention malveillante, mais comme une assurance. Grandir avec des parents comme les miens vous apprend à tout documenter. J'avais des traces de chaque affront, de chaque manipulation financière, de chaque cas de favoritisme ou de cruauté. Mais plus important encore, j'avais une connaissance professionnelle des affaires de mon père datant des années précédant mon indépendance et mon passage au conseil. Le dossier contenait des emails couvrant 15 ans. Des messages où ma mère critiquait mon apparence, mes choix de carrière, ma décision de n'avoir qu'un seul enfant au lieu de fournir plusieurs petits-enfants comme Véronica l'avait fait. Des textos de mon père rejetant mes réussites professionnelles tout en louant les contributions mineures de Véronica à son entreprise. Des captures d'écran du groupe de discussion familiale montrant des cadeaux somptueux annoncés pour mes nièces et neveux tandis que les anniversaires de Ruby passaient inaperçus. Chaque élément de preuve peignait un tableau d'exclusion systématique et de cruauté délibérée masquée en dynamique familiale. J'ai ensuite sorti les dossiers financiers, des documents que j'avais copiés il y a des années lorsque j'avais brièvement travaillé dans le service comptable de mon père pendant l'université. À l'époque, j'essayais d'apprendre l'entreprise familiale, espérant gagner l'approbation de mon père en montrant de l'intérêt pour son empire. Au lieu de cela, j'avais découvert des pratiques comptables douteuses et des contrats accordés aux amis de Véronica sans processus d'appel d'offres approprié. J'avais mentionné ces préoccupations une fois timidement, et mon père avait explosé contre moi pour avoir remis en question son sens des affaires. Je n'en avais plus jamais parlé, mais j'avais discrètement gardé des copies de tout, un instinct me disant que ces informations pourraient compter un jour. Ce jour était arrivé. J'ai passé la nuit entière à travailler, carburant au café et au souvenir du visage de Ruby lorsqu'elle avait demandé pourquoi tous les autres méritaient de la gentillesse sauf elle. Au matin, j'avais un dossier complet et une stratégie qui se déroulerait sur plusieurs mois, chaque pièce tombant en place avec un timing précis. La première étape nécessitait de comprendre exactement où chacun se situait financièrement et professionnellement. Je devais connaître l'étendue complète de ce à quoi j'avais affaire avant de pouvoir identifier les points de pression les plus efficaces. Au cours de la semaine suivante, j'ai mené des recherches qui auraient rendu fier un expert comptable judiciaire. Les registres publics montraient que l'entreprise de mon père avait contracté une dette substantielle au cours des 3 dernières années, finançant des projets d'expansion qui n'avaient pas rapporté les rendements escomptés. La cote de crédit de l'entreprise avait été discrètement abaissée 6 mois plus tôt, ce qui n'avait pas été annoncé publiquement, mais qui était découvrable via les bases de données industrielles auxquelles j'avais accès grâce à mon travail de conseil. La position de Véronica dans l'entreprise s'est avérée plus précaire que je ne l'avais réalisé. Bien qu'elle détienne le titre de vice-présidente, son autorité réelle était trouble. Elle signait des contrats et approuvait des dépenses qui auraient dû nécessiter l'approbation du conseil d'administration. Mais mon père avait validé ces décisions sans surveillance appropriée. Cela créait un cauchemar en termes de responsabilité. Si l'un de ces contrats tournait mal ou si les régulateurs décidaient d'enquêter, Véronica et mon père pourraient tous deux faire face à de graves conséquences pour mauvaise gouvernance d'entreprise. J'ai découvert autre chose d'intéressant également. Les fonds fiduciaires que mes parents avaient établis pour les enfants de Véronica et de Nathan n'étaient pas aussi robustes qu'ils le paraissaient. Les montants principaux étaient impressionnants sur le papier, mais les investissements étaient lourdement pondérés vers les actions de l'entreprise de mon père. Si la valeur de ces actions baissait de manière significative, ces fonds fiduciaires rétréciraient proportionnellement. C'était un château de cartes déguisé en château fort. Les finances personnelles de mes parents montraient des vulnérabilités similaires.
Ils vivaient bien au-delà de ce que le seul salaire de mon père pouvait soutenir, subventionnant leur mode de vie avec les dividendes de l'entreprise et l'appréciation des actifs qui supposaient une croissance continue de l'activité. Toute perturbation significative de l'entreprise se répercuterait sur leur stabilité financière personnelle. Ces informations ont remodelé ma stratégie. Je ne cherchais plus seulement des conséquences professionnelles. Je visais un démantèlement complet de la structure de pouvoir autour de laquelle mes parents avaient construit leur identité. Mais je devais être intelligente à ce sujet. Une action imprudente me dépeindrait comme la méchante et pourrait se retourner contre moi. Tout devait paraître organique, comme des conséquences naturelles découlant de problèmes existants plutôt que d'un sabotage délibéré. Je devais me positionner comme une professionnelle de l'industrie préoccupée identifiant des problèmes légitimes, et non comme une fille vengeresse cherchant à se venger. La clé était le timing et l'escalade. De petits mouvements d'abord, créant de l'incertitude et forçant des réactions défensives qui s'accumuleraient en problèmes plus importants. J'ai tracé un calendrier s'étendant sur 6 mois avec des jalons spécifiques et des points de décision où je pourrais évaluer l'impact et ajuster le cap si nécessaire. Tout d'abord, je devais sécuriser complètement ma propre position. J'ai appelé mon patron, Laurence, au cabinet de conseil et j'ai demandé une réunion. En 3 jours, j'avais négocié une promotion au poste d'associé principal avec une participation au capital, cimentant mon indépendance financière et mon statut professionnel. Il voulait me promouvoir depuis plus d'1 an, mais j'avais retardé l'échéance, ne voulant pas faire de vagues avec ma famille. Cette considération n'avait plus d'importance. Ensuite est venue la collecte discrète de renseignements. J'ai contacté des relations professionnelles qui travaillaient avec l'entreprise de mon père, des gens qui me devaient des faveurs pour des projets réussis que j'avais dirigés. Les informations ont afflué régulièrement, confirmant des soupçons que j'avais depuis des années sur certaines pratiques commerciales qui frôlaient les limites de l'éthique. Rien d'illégal exactement, mais des arrangements qui ne survivraient pas à un examen public ou à une enquête sérieuse des régulateurs. J'ai découvert que Véronica, malgré son poste de vice-présidente des opérations, prenait des décisions sans l'autorité appropriée. Mon père le permettait parce qu'elle était sa favorite, mais cela créait une exposition à la responsabilité que des membres responsables du conseil trouveraient alarmante si cela était porté à leur attention. 3 semaines après le barbecue, j'ai assisté à un gala de charité où je savais que plusieurs membres du conseil d'administration de l'entreprise de mon père seraient présents. J'ai porté ma tenue la plus professionnelle et j'ai passé la soirée à avoir des conversations stratégiques, plantant des graines d'inquiétude avec une désinvolture prudente. Rien d'actionnable, juste des observations sur les tendances de l'industrie et les changements réglementaires qui pourraient affecter les entreprises avec certains types de structures opérationnelles. À la fin de la soirée, je m'étais assuré qu'au moins 3 membres du conseil porteraient une attention plus étroite aux procédures internes. Pendant ce temps, j'avais engagé un détective privé pour documenter le traitement continu de Ruby par mes parents et ma sœur. J'avais besoin de preuves du schéma, la preuve que l'incident du barbecue n'était pas isolé. Les rapports des enquêteurs ont confirmé ce que je soupçonnais. Lors des quelques événements familiaux auxquels j'avais assisté depuis, Ruby était constamment exclu, ignoré ou critiqué tandis que ses cousins étaient loués et couverts de cadeaux. L'enquêteur a également découvert que mes parents avaient établi des fonds fiduciaires pour les enfants de Véronica et de Nathan, mais rien pour Ruby. Les montants étaient substantiels, suffisants pour financer des études universitaires et des acomptes sur des maisons. Cette information est devenue la fondation de mon mouvement suivant. J'ai consulté une avocate spécialisée en succession nommée Patricia Drummond, experte dans les litiges d'héritage et le droit des fiducies familiales. J'ai exposé toute la situation, y compris la documentation du favoritisme et l'agression physique au barbecue. L'expression de Patricia est devenue de plus en plus sombre à mesure qu'elle examinait les documents. « Vous avez des motifs pour plusieurs actions en justice », a-t-elle dit finalement. Mais la question est de savoir quel résultat vous voulez. Voulez-vous de l'argent ou voulez-vous un impact ? Je veux qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas traiter ma fille comme une moins que rien sans conséquence, ai-je répondu. Je veux une protection pour son avenir, mais je veux aussi qu'ils fassent face à la réalité de leur choix. Patricia a hoché la tête lentement. Alors nous montons un dossier pour éloignement constructif.
Nous documentons les abus et le favoritisme, établissons que Ruby est délibérément exclue des avantages familiaux alors que vous êtes toujours légalement leur héritière. Et nous nous préparons à la possibilité de contester tout arrangement successoral qui continue ce schéma. Mais nous le faisons discrètement jusqu'à ce que nous ayons tout en place. Au cours des semaines suivantes, l'équipe de Patricia Drummond a recueilli des déclarations de témoins ayant assisté au barbecue, y compris l'un des amis de Nathan qui avait été horrifié par ce qu'il avait vu. Nous avons obtenu des dossiers médicaux du pédiatre de Ruby documentant la marque sur son visage lorsque je l'ai emmené le lendemain par précaution. Nous avons compilé des dossiers financiers montrant les disparités des fonds fiduciaires et les cadeaux donnés aux autres petits-enfants, mais pas à Ruby. Pendant que cette fondation juridique était posée, j'ai commencé le démantèlement professionnel de la réputation commerciale de mon père. J'ai écrit une analyse détaillée de l'industrie pour une publication respectée dans le commerce immobilier, discutant des préoccupations émergentes en matière de responsabilité dans les sociétés de promotion immobilière qui s'appuyaient sur des structures de gouvernance obsolètes. Je n'ai pas mentionné l'entreprise de mon père par son nom, mais je me suis assuré que l'article décrivait exactement les vulnérabilités que je savais exister dans ces opérations. L'article a été publié et est rapidement devenu une lecture obligatoire dans les cercles de l'industrie. L'impact de l'article a dépassé mes attentes. En quelques jours, il avait été partagé à travers les réseaux professionnels et cité dans 3 autres publications de l'industrie. Mon téléphone sonnait constamment avec des demandes d'interviews de journalistes spécialisés voulant discuter des problèmes de gouvernance que j'avais soulignés. J'ai accepté des interviews sélectionnées, maintenant toujours mon personnage de consultante professionnelle, ne révélant jamais mon lien personnel avec l'une des entreprises qui correspondait au profil problématique que je décrivais. Lors d'une interview radio, l'animateur a demandé si je pouvais donner des exemples d'entreprises présentant ces signaux d'alarme. J'ai objecté, citant l'éthique professionnelle concernant la nomination de clients ou d'entreprises spécifiques. Mais j'ai noté que toute partie intéressée pouvait examiner les dépôts publics et les procès-verbaux des assemblées d'actionnaires pour identifier les entreprises avec une propriété familiale concentrée. Des structures d'autorité peu claires et une surveillance minimale du conseil d'administration indépendant. C'était essentiellement une feuille de route pour trouver l'entreprise de mon père, livrée avec un vernis de préoccupation professionnelle plutôt que de vendetta personnelle. L'interview a été diffusée pendant les heures de grande écoute et a atteint des milliers de professionnels des affaires dans notre région. Dès l'après-midi, j'avais reçu 3 appels d'anciens collègues me demandant si je parlais de Sterling Development Group, l'entreprise de mon père. J'ai donné des réponses soigneusement neutres qui ne confirmaient ni ne niaient, ce qui a eu pour effet de rendre les gens plus certains d'avoir correctement identifié la cible. 6 semaines plus tard, l'entreprise de mon père a subi un audit surprise de la part de son assureur, déclenché par des préoccupations concernant les procédures de gouvernance. L'audit a révélé les signatures de contrats non autorisés de Véronica et plusieurs autres irrégularités dans les contrôles financiers. La compagnie d'assurance a menacé d'augmenter substantiellement les primes à moins que des mesures correctives ne soient mises en œuvre immédiatement. J'ai appris l'existence de l'audit par une amie qui travaillait au siège social de la compagnie d'assurance, quelqu'un avec qui j'avais collaboré sur un projet de conseil précédent. Elle m'a contacté parce qu'elle appréciait sincèrement mon expertise sur la gouvernance du développement immobilier, n'ayant aucune idée de mon lien familial avec l'entreprise qu'elle évaluait maintenant. Lorsqu'elle a décrit le cas sur lequel elle travaillait pendant notre appel, demandant mes conseils professionnels sur l'évaluation des risques, j'ai immédiatement reconnu les détails comme étant ceux de Sterling Development. J'ai fourni une analyse objective et approfondie des meilleures pratiques de l'industrie et des signaux d'alarme qui devraient préoccuper les équipes de souscription, maintenant mon rôle professionnel tout au long. Elle m'a remercié profusément, disant que mes idées seraient inestimables pour leur évaluation des risques. En raccrochant cet appel, j'ai ressenti un mélange complexe de satisfaction et de quelque chose de plus sombre. Je contribuais activement aux difficultés professionnelles de mon père, fournissant des informations aux personnes même qui auditaient son entreprise. Mais je me suis rappelé pourquoi je faisais cela. Le visage taché de larmes de Ruby, la marque rouge de la gifle de ma mère, les mains de mon père poussant mon enfant au sol. Ils avaient déclaré la guerre à ma fille. Je ripostais simplement avec les armes à ma disposition. L'audit de l'assurance a créé un chaos immédiat au sein de Sterling Development.
Mon père a dû engager des consultants externes pour examiner les procédures et recommander des actions correctives. Les coûts ont augmenté rapidement. Les membres du conseil qui s'étaient auparavant contentés d'une surveillance minimale ont soudainement exigé des rapports détaillés et des mesures de responsabilité. Plusieurs se sont inquiétés de leur propre exposition à la responsabilité si les problèmes de gouvernance menaient à des problèmes réglementaires ou à des actions en justice. Je surveillais cela via mon réseau professionnel, recevant des mises à jour de diverses sources qui n'avaient aucune idée qu'elles me fournissaient des renseignements sur l'implosion de ma propre famille. L'industrie fonctionne sur les relations et l'échange d'informations. Les gens partagent ce qu'ils entendent, se mettent en garde mutuellement contre les entreprises problématiques, discutent des problèmes émergents lors de déjeuners et de conférences téléphoniques. J'avais passé des années à bâtir une réputation de personne compétente et digne de confiance, et maintenant ce réseau fournissait des mises à jour en temps réel sur les conséquences de mes graines soigneusement plantées. Nathan m'a appelé pendant cette période, confus et inquiet. Il se passe quelque chose à l'entreprise de papa, a-t-il dit. Il y a un audit d'assurance. Les membres du conseil paniquent et papa parle de faire venir des consultants. Tu sais quelque chose à ce sujet? J'ai choisi mes mots avec soin. Je sais que l'industrie prête plus d'attention aux questions de gouvernance ces derniers temps. Il y a eu une surveillance accrue sur les entreprises familiales, en particulier concernant les structures d'autorité appropriées et les contrôles financiers. Pourquoi demandes-tu? Papa pense que quelqu'un le vise spécifiquement, a dit Nathan. Il est paranoïaque à propos de concurrents essayant de nuire à la réputation de l'entreprise. Il a mentionné ton nom en fait. Il a dit que tu écrivais des articles critiques sur les entreprises familiales. J'ai écrit un article sur les normes de gouvernance de l'industrie, ai-je répondu calmement. Ce n'était pas critique envers les entreprises familiales. Il discutait des meilleures pratiques et des préoccupations émergentes en matière de responsabilité qui affectent toutes les sociétés de promotion immobilière, quelle que soit la structure de propriété. Si l'entreprise de papa a certains des problèmes dont j'ai discuté, c'est regrettable mais ce n'est pas la preuve qu'il est visé. Nathan est resté silencieux un moment. Il est convaincu que tu es derrière tout ça d'une manière ou d'une autre. Maman aussi. Il pense que tu essaies de détruire l'entreprise familiale pour les punir. L'entreprise familiale pour laquelle Véronica travaille, mais où je n'ai jamais été la bienvenue, ai-je demandé. Celle où papa a clairement fait savoir que mes contributions n'étaient pas valorisées? J'ai ma propre carrière réussie, Nathan. Je n'ai pas besoin de détruire quoi que ce soit. Mais je n'ai non plus aucune obligation de protéger une entreprise avec des pratiques douteuses juste parce que notre père la dirige. Est-ce que Sterling Développement va vraiment si mal, a demandé Nathan, la voix incertaine. J'y travaille et je ne vois pas de problème majeur. Tu travailles dans la division technique en ingénierie de projet, ai-je dit. Tu n'es pas exposé à la prise de décision exécutive ou au contrôle financier, mais si tu fais attention au cours des prochains mois, tu pourrais remarquer des choses qui te préoccupent. Quand tu le feras. Mon conseil est de tout documenter et de t'assurer que tu n'es pas personnellement responsable de décisions que tu n'es pas réellement autorisé à prendre. Cette conversation a semé le doute dans l'esprit de Nathan. Je savais qu'il était foncièrement honnête, juste faible quand il s'agissait de tenir tête à nos parents. Mais s'il commençait à remettre en question les pratiques de l'entreprise, cela créerait une pression interne supplémentaire sur mon père. Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence. J'en ai entendu parler par mon réseau professionnel avant même que mon père ne sache que j'étais lié aux retombées. Ils ont exigé la mise en œuvre de procédures de surveillance appropriées et ont insisté pour que Véronica soit formellement investie de l'autorité pour ses actions par les voies appropriées, soit restreinte à des tâches correspondant à ses responsabilités approuvées. Mon père était furieux, ai-je appris plus tard, mais n'avait d'autre choix que de se conformer ou de risquer de perdre entièrement sa couverture d'assurance. Véronica m'a appelé 5 semaines après le barbecue, la voix serrée par la colère. Est-ce que tu es pour quelque chose dans ce qui arrive à l'entreprise de papa? Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je répondu calmement. Je suis consultante financière. J'écris sur les tendances de l'industrie. Si ces tendances affectent les entreprises avec des structures de gouvernance faibles, ce n'est pas mon problème.
Tu nous sabotes à cause de cette scène ridicule que Ruby a faite au barbecue, a-t-elle accusé. Ruby n'a pas fait de scène, ai-je dit, ma voix se durcissant. Elle a été agressée par ses grands-parents et moquée par ses cousins pendant que les adultes de sa vie restaient là à regarder. Mais tu as raison de dire que je me souviens que c'est arrivé. Je me souviens de tout. Elle m'a raccroché au nez. Je suis retournée à ma planification. La phase suivante nécessitait de la patience. J'ai attendu que le conseil d'administration de l'entreprise de mon père annonce son assemblée annuelle des actionnaires, puis j'ai utilisé mon compte d'investissement personnel pour acquérir un petit bloc d'actions via une série de transactions sur plusieurs semaines. Pas assez pour attirer l'attention immédiate, mais assez pour me donner des droits de présence en tant qu'investisseuse individuelle. Je me suis inscrite pour y assister sous mon nom de femme mariée d'il y a des années, que j'utilise encore professionnellement dans certains contextes plutôt que mon nom de jeune fille qui aurait immédiatement signalé mon lien familial. Le greffier des inscriptions a traité ma demande sans faire le lien avec le fondateur de l'entreprise. Lors de la réunion, je me suis assise au fond et j'ai écouté les présentations sur les performances de l'entreprise et la stratégie future. Lorsqu'ils ont ouvert la séance aux questions des actionnaires, j'ai levé la main. Mon père était assis à la table avant avec les membres du conseil et ne m'a pas vu immédiatement. J'ai posé une question soigneusement formulée sur les améliorations de la gouvernance et si les conclusions récentes de l'audit avaient révélé des modèles préoccupants concernant l'autorité exécutive et la surveillance. Le président du conseil, un homme nommé Walter Brennan que je n'avais jamais rencontré personnellement, a donné une réponse diplomatique sur les améliorations de processus en cours. Mais plusieurs autres actionnaires ont dressé l'oreille, soudainement intéressés par les conclusions de l'audit auquel il faisait référence. Ma question avait ouvert une porte, et d'autres ont commencé à insister pour obtenir des détails. La réunion a duré 40 minutes de plus que prévu alors que les membres du conseil tentaient de gérer les préoccupations concernant des problèmes de gouvernance qui avaient été traités discrètement auparavant. Mon père m'a finalement repéré à la fin de la réunion, son visage devenant rouge lorsqu'il a réalisé qui avait posé la question initiale. Il s'est frayé un chemin à travers la foule qui se dispersait, mais j'avais déjà glissé vers la sortie. Je n'avais pas besoin d'une confrontation. J'avais besoin qu'il soit déstabilisé et incertain de ce que je pourrais faire ensuite. Ce soir-là, il m'a appelé pour la première fois depuis le barbecue. « Qu'est-ce que tu crois faire » a-t-il exigé sans préambule. Assister à une réunion d'actionnaires, ai-je répondu. Je suis une investisseuse. Une petite position, mais légitime. Tu essaies de saboter mon entreprise parce que tu es vindicative et mesquine, a-t-il grogné. Tout comme tu l'as toujours été. Jamais satisfaite. Toujours à causer des problèmes. J'ai écrit des analyses industrielles et participé à des discussions professionnelles sur les normes de gouvernance, ai-je dit doucement. Si ces activités professionnelles ont créé un examen minutieux de tes pratiques commerciales, peut-être devrais-tu examiner pourquoi ton entreprise est vulnérable à cet examen. Mais plus important encore, tu as agressé physiquement ma fille de 6 ans devant une douzaine de témoins. Tu as donné sa place au parc d'attractions à des enfants du voisinage juste pour l'humilier. Tu as établi des fonds fiduciaires pour chaque petit enfant sauf elle. Et tu penses que c'est moi le problème dans ce scénario ? Elle est faible tout comme toi, a-t-il répondu. Les enfants de Véronica ont du caractère. Ils valent la peine qu'on investisse en eux. Ruby pleure pour un rien, et tu l'élèves pour qu'elle soit pathétique. Adieu, papa, ai-je dit, et j'ai raccroché. Je suis restée assise là un long moment, fixant mon téléphone, et j'ai réalisé que quelque chose s'était brisé net. Quelque espoir résiduel que j'avais entretenu que mes parents puissent changer, puissent d'une manière ou d'une autre devenir les grands-parents que Ruby méritait, est mort complètement à cet instant. Ce qui l'a remplacé était une résolution calme. Le lendemain matin, j'ai rencontré Patricia Drummond à nouveau. Je veux aller de l'avant avec une stratégie juridique formelle. Je lui ai tout raconté. Elle a hoché la tête. Je déposerai les avis cette semaine. Les avis ont été envoyés à l'avocat de mes parents les informant que je documentais le harcèlement continu et le traitement discriminatoire de ma fille mineure par ses grands-parents, que j'avais des preuves d'agression physique.
Et que j'établissais un dossier pour une éventuelle action en justice future concernant la planification successorale qui excluait Ruby tout en pourvoyant aux besoins des autres petits-enfants. La lettre s'arrêtait avant le litige réel, mais indiquait clairement que toutes les interactions étaient désormais surveillées et documentées en vue de procédures judiciaires potentielles. Ma mère a appelé dans les heures qui ont suivi, hystérique. « Comment oses-tu nous menacer de poursuites judiciaires ? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi ? Ai-je demandé sincèrement. J'aimerais le savoir. Parce que de là où je suis, vous avez passé des décennies à critiquer chaque choix que j'ai fait, favorisant Véronica par rapport à moi, et maintenant vous étendez ce même traitement à ma fille. Alors, s'il te plaît, dis-moi ce que tu as fait, pourquoi je devrais être reconnaissante. Elle a bafouillé, incapable d'articuler quoi que ce soit de précis avant de se rabattre sur des généralités concernant mon enfance et mon éducation. Nous t'avons tout donné, a-t-elle insisté. Vous avez fourni les bases que les parents sont légalement tenus de fournir, ai-je corrigé. Les mêmes choses que je fournis à Ruby, sauf que je lui donne aussi de l'amour et du respect. Cela semble avoir été au-delà de vos capacités. Tu fais ta comédie, a-t-elle dit, faisant inconsciemment écho à ce qu'elle avait dit à Ruby avant de la gifler. Toute cette affaire prend des proportions démesurées. Une avocate et plusieurs témoins ne sont pas d'accord avec ton évaluation, ai-je répondu. Si tout cela est si innocent, tu ne devrais avoir aucune inquiétude concernant la documentation. Mais si jamais tu lèves encore la main sur Ruby, si jamais tu lui parles comme tu l'as fait au barbecue, tu ne la reverras plus jusqu'à ce qu'elle soit une adulte qui pourra choisir elle-même si elle te veut dans sa vie. Et d'après ce que j'ai vu de ton comportement, je ne pense pas que ce choix sera en ta faveur. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Au cours des mois suivants, la pression sur l'entreprise de mon père a continué de monter. Les problèmes de gouvernance soulevés lors de l'Assemblée des actionnaires avaient attiré l'attention d'un journaliste économique qui avait commencé à poser des questions. Rien que je n'avais alimenté directement à la presse, mais des conséquences dont je savais qu'elles suivraient une fois que les bonnes personnes commenceraient à prêter attention. Le journaliste a publié un article examinant si les sociétés de développement familial maintenaient des normes de surveillance adéquates à une époque de surveillance réglementaire croissante. L'entreprise de mon père figurait en bonne place comme étude de cas de pratiques obsolètes. 3 clients majeurs ont refusé de renouveler leur contrat, citant des préoccupations concernant la conformité réglementaire. Le Conseil a institué une formation obligatoire sur la gouvernance d'entreprise et les contrôles financiers. Véronica a été officiellement rétrogradée de vice-présidente à directrice avec son autorité considérablement réduite. Elle m'a blâmé ouvertement lors d'une réunion de famille à laquelle je n'ai pas assisté, selon Nathan, qui a appelé pour me prévenir que Véronica était furieuse. Laisse-la être en colère, ai-je dit à Nathan. Elle a participé à l'humiliation et à l'agression de ma fille. Elle s'est moquée de Ruby alors qu'elle se tenait là et n'a rien fait quand papa a poussé une enfant de 6 ans au sol. Si elle fait face à des conséquences professionnelles parce que l'entreprise pour laquelle elle travaille a des pratiques négligentes sur lesquelles il se trouve que j'écris dans une publication de l'industrie. Ce n'est pas mon problème. Tu as vraiment écrit cet article en sachant que ça ferait du mal à l'entreprise de papa, a demandé Nathan. J'ai écrit un article précis sur les préoccupations de l'industrie qui s'appliquent par hasard à l'entreprise de papa parce que son entreprise a ses problèmes, ai-je clarifié. Le fait que ces problèmes causent maintenant des conséquences n'est pas ma faute. C'est la sienne pour avoir dirigé une entreprise avec des contrôles inadéquats et joué les favoris avec une employée qui se trouve être sa fille. Nathan est resté silencieux un moment. Ruby ne méritait vraiment pas ce qui s'est passé au barbecue, a-t-il finalement dit. J'aurais dû dire quelque chose. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Oui, tu aurais dû, ai-je convenu. Mais au moins tu le reconnais maintenant. C'est plus que n'importe qui d'autre dans cette famille n'a fait. Pendant ce temps, je travaillais sur le côté positif des choses pour Ruby. J'ai établi un fonds fiduciaire à son nom, l'alimentant avec une partie substantielle de mes économies et mettant en place des contributions automatiques de mes revenus. J'ai travaillé avec un conseiller financier nommé Gregory Whitfield qui se spécialisait dans la planification successorale pour les parents célibataires. Gregory m'a aidé à structurer le fonds pour maximiser le potentiel de croissance tout en assurant une protection absolue contre toute interférence familiale.
Nous avons inclus des dispositions qui interdisaient spécifiquement à mes parents ou frères et sœurs d'avoir connaissance ou accès aux détails des fonds. J'ai nommé Patricia Drummond comme fiduciaire légale avec des instructions explicites que les fonds étaient destinés à l'éducation future et aux opportunités de Ruby, protégée de toute réclamation par d'autres membres de la famille. Le fonds serait révélé à Ruby lorsqu'elle aurait 18 ans, lui donnant la sécurité financière et les options que mes parents avaient délibérément essayé de lui refuser. J'ai également inscrit Ruby en thérapie avec une pédopsychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux, lui donnant des outils pour traiter ce qui s'était passé et renforcer sa résilience contre la toxicité future. Les séances de thérapie avec le docteur Sarah Petan se sont révélées transformatrices pour Ruby. Le docteur Petan avait une grande expérience de travail avec des enfants ayant vécu le rejet familial et la violence émotionnelle. Elle utilisait des techniques de thérapie par le jeu, permettant à Ruby de traiter ses sentiments par le dessin, la narration et les jeux de rôle avec des poupées. Au fil de plusieurs semaines, j'ai vu l'anxiété de Ruby diminuer. Elle a cessé de faire des cauchemars à propos du barbecue. Les habitudes nerveuses qu'elle avait développées, comme tirer sur ses cheveux lorsqu'elle était stressée, se sont progressivement estompées. Le docteur Petan et moi avions des séances de consultation régulières où elle me tenait au courant des progrès de Ruby et me donnait des conseils pour soutenir sa guérison. Ruby est remarquablement résiliente, m'a dit le docteur Petan lors d'une séance. Elle traite le traumatisme de manière saine, mais elle intériorise aussi une leçon importante sur les limites et l'estime de soi. Elle apprend qu'elle n'a pas besoin de gagner l'amour de personnes qui ont décidé de ne pas le donner. J'ai aussi apporté des changements à notre vie quotidienne pour renforcer la valeur et la sécurité de Ruby. J'ai lancé une tradition des « vendredis de l'affirmation » où nous partagions chacune 3 choses que nous apprécions chez l'autre personne. Ruby adorait ce rituel, passant souvent toute la semaine à penser à des compliments créatifs. Je l'ai inscrite à des activités qui l'intéressaient, mais que nous n'avions jamais poursuivies parce que les obligations familiales avaient consommé nos week-ends. Elle a commencé des cours de gymnastique et a rejoint un groupe de théâtre pour enfants, 2 activités dans lesquelles elle excellait et qu'elle adorait. Voir Ruby s'épanouir dans des environnements où elle était encouragée et célébrée soulignait à quel point l'influence de mes parents avait été toxique. Elle avait toujours été une enfant brillante et créative, mais elle avait marché sur des œufs autour de ma famille, essayant désespérément de gagner une approbation qui ne viendrait jamais. Libérée de cette pression, sa personnalité s'est épanouie. Elle est devenue plus confiante, plus disposée à essayer de nouvelles choses, plus à l'aise pour exprimer ses opinions. Son groupe de théâtre a monté une adaptation de contes de fées 3 mois après le barbecue. Ruby avait un petit rôle parlant en tant que créature des bois. J'y ai assisté avec un bouquet de fleurs, applaudissant bruyamment lorsqu'elle a livré ses répliques avec un timing et une expression parfaits. Après le spectacle, Ruby m'a présenté ses nouveaux amis et leurs parents, rayonnante de fierté. Plusieurs parents ont complimenté sa performance et ont posé des questions sur les futurs horaires de répétition. Alors que nous marchions vers la voiture ce soir-là, Ruby a glissé sa main dans la mienne. « Maman, tu crois que papy et mamie seraient venus voir ma pièce si je les avais invités ?» La question m'a prise au dépourvu. Nous n'avions pas discuté directement de mes parents depuis des semaines. « Pourquoi demandes-tu, ma chérie ?» Ruby a haussé les épaules, balançant nos mains jointes. Les grands-parents d'Emma sont venus ce soir. Ils lui ont apporté des fleurs et ont pris des photos. Je me demandais juste si les miens auraient fait ça aussi. Je me suis agenouillée à sa hauteur, posant les fleurs pour tenir ses 2 mains. La vérité, c'est que je ne sais pas ce qu'ils auraient fait. Mais je sais que les gens qui t'aiment vraiment sont présents pour les moments importants. Ils te célèbrent et te font sentir spécial. Mon travail en tant que maman est de m'assurer que les gens dans ta vie te traitent avec gentillesse et respect. Papy et mamie ne faisaient pas ça. Ruby a hoché la tête lentement, assimilant cela. Est-ce qu'on va les revoir un jour ? Peut-être un jour s'ils peuvent apprendre à te traiter comme tu le mérites, ai-je dit. Mais c'est à eux de faire ce choix, pas à toi. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as pas besoin de réparer ça. C'est une affaire d'adulte et je m'en occupe. Elle m'a serré fort. Je suis contente que tu sois ma maman, a-t-elle chuchoté. En rentrant chez nous, j'ai senti le poids de ma décision s'installer à nouveau sur moi.
Je travaillais activement à démanteler la vie professionnelle de mon père et j'avais coupé tout contact avec ma famille. Une partie de moi se demandait si j'étais trop extrême, s'il y avait un chemin vers la réconciliation que je n'avais pas envisagé. Mais alors je me rappelais Ruby debout dans ce jardin, sa joue rouge de la gifle de ma mère, sa robe sale d'avoir été poussée au sol, et tout doute s'évaporait. La sécurité et le bien-être émotionnel de mon enfant passaient avant la loyauté familiale, avant la réconciliation, avant toute autre chose. Durant la même période, j'ai reçu un appel inattendu de ma tante Lorraine, la sœur cadette de mon père, qui vivait dans un autre État. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais elle avait toujours été gentille avec Ruby lors des visites occasionnelles de vacances. Sa voix semblait étrange quand j'ai répondu. « J'ai entendu parler de ce qui s'est passé au barbecue », a-t-elle dit sans préambule. Nathan m'a raconté. J'hésite à appeler depuis des semaines. Je vois, ai-je répondu prudemment, ne sachant pas où cette conversation menait. Je veux que tu saches que ce que tes parents ont fait est inexcusable, a continué Lorraine. Je les ai vus favoriser Véronica toute ta vie, et je me suis mordu la langue trop de fois. Mais agresser un enfant, humilier Ruby publiquement comme ça, il n'y a aucune justification à cela. Ces mots m'ont surprise. J'avais supposé que toute la famille ferait bloc autour de mes parents, me dépeignant comme le problème. Merci de dire ça. Ça signifie plus que tu ne le réalises probablement. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, a admis Lorraine. J'ai vu comment il te traitait différemment en grandissant. Ta mère trouvait toujours des excuses, disant que tu étais plus indépendante et que tu n'avais pas besoin d'autant d'attention que Véronica. Mais je savais que c'était du favoritisme déguisé en raisonnement. Je suis désolée de ne pas t'avoir défendu à l'époque. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Lorraine a partagé des observations couvrant des décennies qui validaient des sentiments que j'avais remis en question toute ma vie. Elle a confirmé que le traitement différencié n'avait pas été le fruit de mon imagination ou d'une hypersensibilité. C'était réel, cohérent et délibéré. Au moment de raccrocher, j'ai ressenti un sentiment de vindicte dont je n'avais pas réalisé avoir besoin. L'appel de Lorraine a également fourni des informations utiles. Elle a mentionné que mon père s'était plaint à la famille élargie de problèmes commerciaux, blâmant les concurrents et l'évolution des normes de l'industrie pour les problèmes chez Sterling Développement. Il avait spécifiquement mentionné que quelqu'un dans l'industrie répandait des rumeurs destinées à nuire à la réputation de son entreprise. Lorraine a dit qu'elle avait écouté ces plaintes avec un scepticisme croissant, surtout compte tenu des problèmes de gouvernance documentés dont elle avait entendu parler via son propre réseau professionnel en droit de l'immobilier commercial. Il a toujours opéré à la limite de ce qui est acceptable, m'a dit Lorraine. J'ai entendu des histoires au fil des ans de collègues qui ont interagi avec Sterling Développement. Des contrats accordés à des amis, des économies faites sur la diligence raisonnable. Véronica prenant des décisions pour lesquelles elle n'était pas qualifiée. Ton père s'en sortait parce qu'il avait une forte réputation et des relations personnelles qui aplanissaient les problèmes. Mais la réputation ne peut pas te protéger éternellement. Surtout quand les normes de l'industrie évoluent et que la surveillance augmente. Cette conversation a confirmé que j'étais sur la bonne voie. Les problèmes de l'entreprise de mon père n'étaient pas fabriqués par moi. C'étaient de vrais problèmes de longue date qui avaient simplement été tolérés jusqu'à ce que quelqu'un braque un projecteur sur eux. J'avais été ce quelqu'un, certes, mais la pourriture existait bien avant que je n'écrive mon article ou que je n'assiste à cette assemblée d'actionnaires. 6 mois après le barbecue, l'entreprise de mon père a annoncé une restructuration majeure. Le conseil avait fait venir des consultants en gestion externe, ironiquement, d'un cabinet avec lequel j'avais collaboré une fois sur un projet différent, pour évaluer les opérations et recommander des changements. Le rapport résultant était accablant, soulignant des années de surveillance inadéquate, de conflits d'intérêts dans les décisions contractuelles et de pratiques d'embauche népotistes qui avaient élevé des membres de la famille au-delà de leurs compétences. Mon père a été forcé de se retirer des opérations quotidiennes, passant à un rôle de président avec une autorité limitée. Véronica s'est vue offrir le choix entre accepter un poste junior avec une véritable surveillance, ou quitter l'entreprise. Elle a choisi de partir, trouvant finalement un poste dans une petite entreprise où son nom de famille ne portait aucun poids et où sa performance serait évaluée sur le mérite réel.
La restructuration a sauvé l'entreprise de problèmes réglementaires plus graves. Mais elle a brisé l'ego de mon père et mis fin à la dynastie commerciale familiale qu'il construisait. Nathan est resté dans l'entreprise à un poste technique où il avait une réelle expertise. Mais la vision de Véronica dirigeant finalement l'empire était morte complètement. Ma mère m'a appelé pendant cette période. Sa voix plus petite que je ne l'avais jamais entendue. Ton père a des problèmes de santé, a-t-elle dit. Le stress de tout cela a été trop fort. Je pensais que tu devais le savoir. Je suis désolée d'entendre ça, ai-je répondu, le pensant sincèrement malgré tout. J'espère qu'il se rétablira. Ça ne te fait rien de savoir que tu as causé ça, a-t-elle demandé, un peu de son ancienne aigreur revenant. C'est de ta faute. Ta vendetta a détruit ce qu'il a construit. J'ai écrit un article sur les normes de l'industrie, ai-je dit calmement. J'ai posé une question lors d'une assemblée d'actionnaires. J'ai documenté les abus envers mon enfant et pris des mesures juridiques pour la protéger. Si ces actions ont fait s'effondrer l'entreprise de papa, c'est parce que son entreprise était construite sur une fondation qui ne pouvait pas résister à un examen de base. Ce n'est pas ma faute. C'est la sienne. Nous sommes tes parents, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Comment peux-tu être si cruel ? Tu as giflé ma fille de 6 ans au visage et tu lui as dit qu'elle ne valait rien, ai-je répondu. Papa l'a poussée à terre devant une foule. Vous avez donné des passes destinées à votre petit enfant aux enfants des voisins juste pour qu'elle se sente exclue. Et quand elle a pleuré de douleur et d'humiliation, tu l'as frappée à nouveau. Alors, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose très clairement. Je ne suis pas cruelle. Je suis protectrice. Il y a une différence significative. Elle a raccroché sans répondre. Ruby a eu 7 ans le mois suivant. Je lui ai organisé une fête avec ses amis de l'école, avec un thème de princesse qu'elle avait demandé. Nous n'avons invité aucun membre de la famille sauf Nathan et ses enfants, qui sont venus et ont apporté des cadeaux attentionnés. Ruby a ri, a joué et a rayonné de la joie simple d'être célébrée. En la regardant souffler ses bougies d'anniversaire, faisant un vœu les yeux fermés de concentration, j'ai senti le poids de l'année passée se lever légèrement. La documentation juridique est restée en place, un dossier permanent de ce qui s'était passé, et un cadre pour une éventuelle action future si nécessaire. Patricia Drummond l'avait structuré de manière à ce que si mes parents tentaient de me contester la garde ou de prétendre qu'on leur refusait l'accès à Ruby, nous avions des preuves complètes de leur comportement abusif et de ma réponse protectrice justifiée. Plus important encore, la documentation établissait que tout futur arrangement successoral continuant le schéma d'exclusion de Ruby tout en profitant aux autres petits-enfants pourrait être contesté pour cause de traitement discriminatoire. Mon père ne s'est jamais excusé. Ni ma mère ni Véronica. Ils semblaient véritablement incapables de comprendre que leurs actions avaient été mauvaises, se voyant plutôt comme les victimes de ma réaction excessive et de ma vindicte. Les réunions de famille ont continué sans nous. Un univers parallèle où l'existence de Ruby n'était probablement jamais mentionnée. Et j'avais été cataloguée comme l'enfant à problème qui avait tout détruit par dépit. Mais j'avais construit quelque chose de différent pour ma fille. Une vie où elle était valorisée, où ses sentiments comptaient, où les adultes autour d'elle la traitaient avec respect et gentillesse. Je lui avais montré par des actes plutôt que par des mots que les gens qui vous blessent n'ont pas un accès illimité à votre vie simplement à cause d'un ADN partagé. Et j'ai démontré que se défendre et défendre ceux qu'on aime n'est pas de la cruauté, même quand d'autres l'étiquettent ainsi pour éviter de rendre des comptes. Ruby m'a demandé un soir, environ 9 mois après le barbecue, si nous pouvions aller à Adventure Valley. Tous mes amis de l'école y sont allés, a-t-elle dit avec nostalgie. Ça a l'air vraiment amusant. J'ai acheté nos passes saisonniers le lendemain. Nous avons passé tout le samedi suivant au parc, faisant des montagnes russes, mangeant de la nourriture de parc d'attractions hors de prix et collectionnant des prix ridicules aux jeux de carnaval. Le visage de Ruby brillait d'un bonheur simple, non alourdi par la connaissance que c'était quelque chose que ses grands-parents avaient spécifiquement décidé qu'elle ne méritait pas. Alors que nous rentrions à la maison ce soir-là, Ruby s'est endormie dans son siège auto, une peluche gagnée au lancer d'anneaux serrée dans ses bras. Je l'ai regardée dans le rétroviseur, son visage endormi paisible, et j'ai senti les derniers morceaux de culpabilité et de doute tomber.
J'avais fait exactement ce qui devait être fait. Non pas par vengeance, bien que je ne nie pas que voir mes parents faire face aux conséquences m'avait apporté une certaine satisfaction sinistre, mais par amour et protection pour mon enfant. Ils avaient voulu apprendre à Ruby qu'elle ne valait rien. Au lieu de cela, ils m'avaient appris que j'étais assez forte pour couper des liens qui étaient toxiques, pour rester seule si nécessaire, et pour construire un avenir meilleur sur les cendres de modèles familiaux toxiques. Ruby grandirait en connaissant sa valeur, non pas parce que ses grands-parents l'avaient affirmé, mais parce que je lui avais montré par chaque action qu'elle était chérie au-delà de toute mesure. Le barbecue avait été leur moment de triomphe cruel, leur déclaration publique du statut inférieur de Ruby dans la hiérarchie familiale. Mais cet unique après-midi de méchanceté m'avait donné la clarté et la justification pour démanteler les structures qu'ils avaient passé des décennies à construire, pour protéger ma fille de tout préjudice futur, et pour établir sans aucun doute que les actions ont des conséquences. Même pour les gens qui croient que leur position les place au-dessus de toute responsabilité. Ils avaient voulu nous blesser. Au lieu de cela, ils nous avaient libérés. Et dans cette liberté, Ruby et moi avions trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux que leur acceptation réticente ou leur amour conditionnel. Nous avions trouvé la paix.